petit peu de Simondon et de sa notion d'information. C'est lui-même qui l'appelle comme ça. Ce que je soutiens, et ça fait très très longtemps que j'ai cette position, mais maintenant je la défends, c'est-à-dire que je suis en train de l'argumenter, de la rendre publique, puisque je suis en train d'écrire là-dessus. Ce que je soutiens, c'est que l'entropie et la négantropie chez les êtres humains, c'est pas simplement l'entropie avec un E et sans H, ou la négantropie avec un E et sans H. C'est l'entropie avec un A et un H, et la négantropie avec un A et un H. Et c'est pas la même chose que l'entropie avec un E. Ça procède de la même démarche, enfin de la même problématique, tout comme par exemple la problématique thermodynamique se transforme avec le vivant en problématique biologique, négantropique, etc., et anti-anthropique. Entre les deux, il y a les structures dissipatives, je ne vous en parle pas, mais je pense que ça a mis un sacré bazar aussi, ces trucs-là. Je soutiens, moi, que l'être humain, ce qu'on appelle l'être humain, que j'appelle plutôt l'être exosomatique, eh bien, il produit des organes, par exemple ça, ou mes lunettes, ou n'importe quoi, les silex, c'est-à-dire, qui sont précisément des pharmacas. Et que ça produit quelque chose d'un nouveau genre, qui est l'entropie avec un A et un H, au sens où le GIEC en parle dans le rapport de 2014, par exemple, en disant, voilà, le problème de réchauffement climatique, c'est un problème de forçage anthropique. Si on lit ça sereinement, ben on va dire, le problème à résoudre, c'est de lutter contre l'entropie avec un A et un H. Il faut donc produire de la négantropie avec un A et un H. Et ça s'appelle chez Nietzsche Übermensch. Alors là, je vous lâche un truc, c'est pas Nietzsche, je serais sûrement pas d'accord, mais c'est comme ça, je crois qu'il faut lire Nietzsche. Bon, je dis ça parce que les transhumanistes sont en train de faire une OPA sur Nietzsche, et c'est extrêmement dangereux. Il ne faut surtout pas les laisser faire ça. Mais c'est pas pour ça que je dis ça, c'est par ailleurs parce que je le pense évidemment très profondément. Donc je soutiens une thèse qui est que, aujourd'hui, quand Brillouin, par exemple, pose le problème en physique de la notion d'information, aussi une question que pose Simondon, eh bien ce qu'il ne voit pas, alors qu'il thématise les instruments, puisque Brillouin c'est d'abord un penseur des instruments, comme producteur de localité, anthropique et négantropique, etc., c'est que l'instrument change la nature de la question de la négantropie. Et ça, si on veut, pour revenir à Next Leap, analyser par exemple les questions qui sont posées par un chercheur de l'Université de Virginie, dont je t'avais envoyé le texte, et Fatz, il s'appelle, je me souviens, je n'arrive pas à prononcer son nom, Fatz, que nous avons aussi invité d'ailleurs, mais il ne pouvait pas venir, voilà, qui travaille sur l'entropie dans les réseaux sociaux, très 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 intéressant, c'est une thématique qui commence à émerger en ce moment, dans les maths appliquées, les mathématiques appliquées. Voilà. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous dire en 10 ou 15 minutes, c'est que si nous voulons, en particulier ici où nous sommes, plus ou moins des simondoniens. C'est-à-dire, je dis plus ou moins, parce que moi je ne me définis pas comme ça, mais en tout cas nous avons beaucoup milité pour faire connaître Simondon ici et utiliser ses concepts, bien sûr. Enfin, un certain nombre d'entre eux en tout cas. Parce que tous ne sont peut-être pas toujours tout à fait, à mon avis, ne suffisent plus forcément aujourd'hui. Je vais vous parler de Simondon parce qu'évidemment, comme vous le savez, sa thèse principale s'appelle l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information. Qu'est-ce que c'est que ça? Notion de forme et d'information. Forme, ça vient de la théorie de la forme, la Gestalt théorie. Et information, eh bien c'est ce qui vient reprendre les problématiques de la psychologie de la Gestalt théorie, mais en disant, c'est mal posé, le problème est mal posé. Le problème fond-forme, le problème de départ de la Gestalt théorie, doit être repris comme le problème d'un système dynamique qui repose sur l'information. En fait. Il faut sortir du concept de forme, dépasser le concept de forme, tel qu'il a été produit par la métaphysique occidentale, en particulier chez Aristote, comme l'opposé de la matière, etc. Bref, comme cet ensemble de tout ce paradigme de l'ontologie ou de l'ontothéologie européenne, qui a conduit à ce que Simondon, après bien d'autres, appelle le ilémorphisme, c'est-à-dire l'opposition de la matière et de la forme. Il faut aller au-delà, alors il est très influencé, bien entendu, par la mécanique quantique, et notamment par Léon Brillouin, d'ailleurs, et vous allez voir que là, il y a un truc très surprenant chez lui, lui qui connaît très bien la mécanique quantique. Eh bien, il y a un mécanicien quantique dont il ne parle jamais, c'est Schrödinger. Très bizarre. Très bizarre. Et je vais essayer de vous dire pourquoi il enfin, comment je m'explique qu'il ne parle pas de Schrödinger, et pourquoi je trouve ça très bizarre. En tout cas, Simondon convoque les notions d'entropie et d'énantropie.
Par exemple, dans ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il pose que les machines, par exemple, les objets techniques, augmentent le potentiel négantropique de l'être humain. Il ne pose pas du tout le problème de l'entropie des machines. Ça, c'est bizarre quand même. Et en fait, c'est bizarre, et ce qui est surtout très très bizarre, c'est à quel point les contemporains qui lisent Simondon ne semblent pas s'en apercevoir. Parce que ça pose un énorme problème. Ça veut dire que les machines n'ont pas de côté pharmacologique chez Simondon. Donc chez Simondon, vous ne trouverez jamais d'éléments vraiment sérieux pour étayer, appelons ça une écologie de la technique. Il n'y a pas de pharmacone chez Simondon. La machine est purement positive. Ce qui est négatif, c'est le mauvais rapport de la société à la machine. Mais la machine est purement positive. Et je pense que c'est totalement faux. C'est complètement erroné de raisonner comme ça. Et aujourd'hui, on ne peut plus du tout raisonner comme ça. Il faut savoir que quand Simondon développe ce point de vue, c'est l'époque où le général de Gaulle vient de prendre le pouvoir en France, où il y a tout un programme, je ne sais pas ce qu'il était politiquement, Simondon, à mon avis, il était certainement assez proche du gaullisme. Mais il y a tout un programme sur le progrès, le développement de la France, la reconstruction, etc., avec l'avenir nous appartient, hein, qu'on soit communiste, gaulliste, etc. De toute façon, l'avenir est royal, c'est le progrès. Ils sont encore dans le 19e siècle, en fait, complètement. Et Simondon, comme tous ses contemporains quasiment, hein, il y a très 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 peu de gens à cette époque-là qui se posent des problèmes de type que nous appelons, nous, pharmacologique. Alors, cela étant, Simondon rentre dans ces sujets avec les questions d'entropie et d'égantropie, puisqu'il reprend son concept d'information à la théorie de l'information et à la théorie de la négantropie. C'est pas extrêmement clair. Bon, on n'a pas invité Yu Qiui cette fois-ci parce qu'il m'a dit lâchez-moi un petit peu parce qu'il faut que je termine un livre, donc je ne l'ai pas invité, mais par contre j'ai organisé beaucoup de séminaires avec lui sur Simondon et l'information. Bon, Yu pourrait nous expliquer beaucoup de choses et à quel point c'est complexe, en particulier parce qu'il a étudié de très près un colloque qui s'est tenu à Royaumont, où quand même des gens très importants de la cybernétique sont venus, de la cybernétique, de la théorie de l'information, etc. Vraiment des gens qui ont travaillé directement avec Shannon, avec Wiener, etc. Et Yu a analysé ça de très près. Bon, je m'appuie sur ses travaux en réalité, donc je pense que je ne suis pas en contradiction du tout avec ce qu'il a montré, mais il le dirait beaucoup mieux que moi. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est complexe. La manière dont Simondon s'approprie tout ça est très complexe. Mais, donc ça doit être modulé, ce que je vais dire. Voilà, j'annonce quelque chose qui nécessitera des nuances et des modulations. Mais ça ne change rien à ma thèse fondamentale. Ma thèse fondamentale, c'est que Simondon a rejeté, consciemment ou pas, très souvent on rejette inconsciemment. La plupart du temps même on rejette inconsciemment. C'est rare qu'on rejette délibérément. Mais il a rejeté Schrödinger. C'est-à-dire ce que dit Schrödinger sur le vivant. Ce qui est tout à fait surprenant. Puisque le problème de Simondon, c'est pas de s'opposer, mais de se distinguer de Norbert Wiener. Et qui est-ce qui introduit les notions d'entropie et d'égantropie dans la technologie? C'est Norbert Wiener. Enfin, c'est Shannon bien entendu, mais chez Shannon, comme dit Longo, c'est du bricolage d'ingénieur. C'est-à-dire que c'est, bon, on cherche des équations, on cherche des modèles d'équations. Pourquoi? Pour optimiser la transmission du signal sur les câbles de AT&T. Voilà. Donc, c'est trivial. Risque Wiener, c'est pas trivial. C'est élaboré, philosophiquement, très élaboré. Et Simondon prend tout à fait Wiener au sérieux. Prend tout à fait au sérieux, mais il a un programme qui s'appelle la mécanologie, qu'il développe contre la cybernétique. Alors pourquoi? Alors d'abord, il faut redire ce que je disais tout à l'heure en citant Simondon. Il écrit ceci, c'est page 28 de l'ancienne édition de la thèse, page 35 de la deuxième édition. C'est ça parce que ça a été réédité chez Jérôme Millon et c'est pas tout à fait la même pagination. Il dit ceci: la notion de forme doit être remplacée par celle d'information, qui suppose l'existence d'un système en état d'équilibre métastable, pouvant s'individuer. L'information, à la différence de la forme, n'est jamais un terme unique, mais la signification qui surgit d'une disparation. Il y a tout Simondon là-dedans. Il y a tout le programme de Simondon. La disparation, la transduction, le processus, le potentiel pré-individuel, enfin, tout Simondon est là.
Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'essayer de se libérer d'un concept qui vient de l'idéalisme, qui s'appelle la forme, et qui vient de Platon. J'ai cité Aristote tout à l'heure, mais c'est d'abord Platon. Et pourquoi? Pour y intégrer ce que la science notamment nous a appris, la mécanique quantique, mais pas seulement. Pour des raisons qui viennent aussi certainement d'une lecture assez attentive que Simondon avait de Marx. Par exemple, des Grundrisse, il ne cite pas en tant que tel, mais ce dont il parle, c'est dans les Grundrisse, c'est pas dans le Capital. Ce qui prouve qu'il ne lisait pas que la littérature marxienne consacrée de l'époque, puisqu'à cette époque-là, les Grundrisse, il n'y a pas grand monde qui les connaissait en France. La question qui, pour moi, va se poser, et qui est très directement liée à la non-pharmacologie de Simondon, puisque, je redis ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de pharmacologie chez Simondon, les organes ne sont pas producteurs de toxicité, anthropique ou autre, a priori, il n'interroge jamais cette dimension. C'est la société qui n'est pas capable de, mais voilà, il n'y a pas de toxicité dans ces organes-là. Corollaire, il reprend un concept d'information qui vient de la théorie probabiliste de l'information. Même s'il est très prudent là-dessus, j'ai lu pas mal de textes qui sont très très savants et complexes sur Simondon et les probabilités, en dernier ressort, Simondon reprend le modèle probabiliste. Alors, est-ce que c'est le modèle probabiliste de Shannon? Est-ce que c'est un modèle probabiliste plus élaboré qu'on peut trouver chez Wiener, etc. Je ne sais pas encore bien répondre à ça, à vrai dire. Mais ce qui le rend impossible de penser, c'est ce que Maurice Blanchot, tout à coup arrive une référence qui est sur un registre bien différent, Maurice Blanchot. Mais Maurice Blanchot s'intéressait beaucoup à la technique et à la science, que peu de gens savent, ce que Maurice Blanchot appelait l'improbable. Alors, l'enjeu de ces refoulements, je dirais, simondoniens, c'est son débat avec Norbert Wiener et avec la cybernétique. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je suis d'accord avec Wiener, il y a une dynamique, il y a une morphodynamique des objets techniques, tout ça, très bien, mais les objets techniques ne seront jamais purement concrets. Chez Simondon, purement concret, ça veut dire que l'intégration fonctionnelle, c'est totalement accompli. Il dit qu'il n'y a que les êtres vivants qui sont capables de ça, et eux, ils sont spontanément concrets. Ils arrivent au monde, si je puis dire, spontanément comme étant concrets. Et l'anti-entropie, ça se développe là-dessus. Tout ce que tu dis et ce que dit Giuseppe, c'est d'une certaine manière une illustration de ce que dit Simondon. Voilà. Et bien moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça pour deux raisons. Premièrement, parce que poser que l'homme, en tant qu'être vivant, est concret, c'est faux. Tout à fait faux. L'homme est inachevé. Et il n'est pas concret. Précisément, il n'arrive pas à s'intégrer fonctionnellement. Et c'est pour ça qu'il est exposé à ce que les Grecs appelaient l'hubris, ou la stasis, ou l'éris, c'est-à-dire au conflit. L'homme est un être en conflit avec lui-même, interne et externe, c'est-à-dire social et psychique. Et on ne peut jamais réduire ça. Ça s'appelle, chez les Grecs, le tragique. Et chez Nietzsche aussi. Le tragique, Simondon, ça n'existe pas. Aucune compréhension du tragique. Et donc, je pense qu'il y a là, de la part de Simondon, une lecture partielle de Wiener, parce que, par ailleurs, et je vais m'arrêter là, j'avais beaucoup d'autres choses que je voulais vous dire, mais peut-être que j'y reviendrai dans la discussion si on en a l'occasion, parce que j'ai promis d'essayer de respecter les 30 minutes. Simondon néglige complètement le fait que Wiener, lui, a une pharmacologie de la cybernétique. Puisque Wiener, dans Cybernétique et Société, développe à plusieurs reprises des paragraphes entiers où il dit « Attention à la cybernétique, ça risque de produire... » Il n'appelle pas ça une augmentation d'entropie, il appelle ça une destruction du savoir. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce que Marx appelle prolétarisation ou prolétariat. Et c'est ce que nous appelons entropie. Et lui aussi, il appelle ça entropie. Il commence la première page du bouquin de Wiener, The Human Use of Human Beings, c'est Gibbs. Il commence par nous parler de Gibbs, de physique et d'entropie, d'entropie, d'indétermination, etc. Et progressivement, il nous introduit dans la cybernétique comme étant ce qui ouvre un nouvel âge du rapport à la détermination et à l'indéterminé, qui sont des problématiques heideggeriennes,
Sein und Zeit, détermination, indétermination. Et je vais terminer justement en parlant de Heidegger, parce que je pense que derrière ça, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, Simondon lisait beaucoup Heidegger, je le sais de source de première main, parce que j'ai rencontré sa femme, d'une part, qui me l'a dit, et d'autre part, Jean-François Marquet, qui était un prof de philo à la Sorbonne, spécialiste de Heidegger, qui était un ami intime de Simondon, il lisait tout le temps Heidegger, il avait annoté énormément les textes de Heidegger. Eh bien, Heidegger rejette Wiener, tout en le lisant beaucoup, parce qu'il le cite beaucoup, il l'a beaucoup lu, il rejette Wiener précisément sur la question de l'entropie et de la négantropie. Et aussi sur la question de l'information. C'est-à-dire qu'il rejette ce qui est chez Wiener de réducteur de la question du langage à une question de l'information. Sur ce point, d'ailleurs, là en particulier, je suis assez d'accord avec Heidegger, mais sur le point précédent, évidemment, sur l'entropie et la négantropie, je pense qu'il commet une grave erreur. Alors, je vais m'arrêter en vous disant que nous essayons de reprendre toutes ces questions-là à la racine. Nous pensons que ces questions sont de la plus haute actualité en ce moment même, avec ce qu'on appelle la technologie digitale. Nous en reparlerons à Helsinki l'année prochaine. En tout cas, moi, je vous parlerai de ça à Helsinki. Et j'ajoute juste pour vraiment finir que, selon moi, pour instruire ces questions, eh bien, il faut se tourner vers Alfred Lotka, qui est, à ma connaissance, le premier scientifique dans les sciences de la vie, biologiste en l'occurrence, et généticien, qui a inscrit la question des organes exosomatiques dans le devenir du vivant. Pas d'une manière comme ça, comment dire, plus ou moins accidentelle, mais d'une manière très très nécessaire à partir de sa trajectoire, parce qu'il travaille dès le début sur la question d'entropie, et dès le début il pose ce type de problème. Il est en discussion avec Vernadsky, avec Teilhard de Chardin. Il est lu par Toynbee, qui va aussi écrire beaucoup, l'historien anglais, et je pense que voilà, il y a tout un pan qui a été ignoré, qui à mon avis a été refoulé aux États-Unis, en grande partie par le cognitivisme, qu'on a effacé, voilà, parce que c'est trop spéculatif, je crois, pour les modèles du cognitivisme, et dont nous essayons de les faire ressurgir, voilà, un petit peu dans l'urgence, parce que nous sommes en état d'urgence. Voilà. Nous sommes engagés depuis un an et demi maintenant, avec un territoire, avec une lettre de mission d'un type qui s'appelle Emmanuel Macron, on a peut-être entendu parler de lui, et qui nous a invités, alors deux types qui s'appellent Patrick Broisec et moi, à mettre en place une expérimentation territoriale d'un revenu contributif se développant dans la perspective d'une économie contributive, cette économie contributive étant définie par Broisec et moi comme une lutte contre le dépérissement de l'emploi et la revalorisation du travail hors emploi, sachant que ce que nous appelons le travail, c'est le savoir. C'est la production de savoir. Que ce savoir, ça soit savoir donner la tétée à un bébé, ou que ce soit savoir construire un bâtiment écologique, ou que ce soit savoir ce que c'est que l'anti-entropie. Savoir ce que c'est que l'anti-entropie, c'est pas seulement une information, c'est être capable de faire évoluer anti-entropiquement le concept d'anti-entropie lui-même. Voilà. Ça, c'est ce que nous considérons être contributif. Alors, il y a toute une dimension de ce projet que je ne vais pas restituer maintenant. Si vous avez des questions, on y répondra bien sûr, mais qu'il faut avoir en tête. Par exemple, tout ce que vient de présenter Clément, c'est une des dimensions, d'une part, premièrement, d'une redéfinition de la comptabilité nationale et internationale. Rien de moins que ça. Alors ça va vous paraître complètement mégalo, pour qui ils se prennent ces mecs. Eh ben, peut-être, mais ça intéresse la Société Générale. Qui pense que la Société Générale, qui est une grande banque spéculative française, pense que c'est intéressant et que peut-être il faut. Et donc on travaille avec la Société Générale. Et d'autre part, on travaille aussi avec Orange. Pourquoi faire? Pour définir des nouveaux types de plateformes, de data economy, qui soient basées non pas sur l'augmentation de l'entropie des data, c'est-à-dire la dévalorisation des data, mais sur l'augmentation de l'anti-entropie des data, c'est-à-dire le gain en capacité de savoir par le partage de ces data. Et alors c'est une organisation des data tout à fait différente des plateformes actuelles. Des plateformes, disons, qui viennent du modèle californien, pour le dire très vite. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, je ne vais pas le faire. C'était juste pour vous resituer ce que présentait
Clément, en fait, c'est un dispositif qu'on est en train en ce moment d'essayer de concrétiser sur un territoire avec des habitants, mais avec des acteurs économiques, des acteurs politiques, et avec aussi toute une dimension dont tu n'as pas parlé, et je crois qu'on n'en parlera pas ce soir, enfin, sauf s'il y a des questions, mais qui est très très importante, c'est que ce projet, il est macroéconomique. Alors, ce qu'a décrit Clément, c'est pas microéconomique, mais c'est mésoéconomique. Et donc, nous avons des questions d'échelle, de scalabilité, et évidemment, qui font intervenir aussi les échelles de temps dont tu parlais tout à l'heure, Maël. Et donc, on est dans de la très très grande complexité, mais c'est une très grande complexité dont nous pensons que c'est ça, penser l'Anthropocène, nous appelons ça penser l'Anthropocène, mais ça s'écrit avec un A, penser. Pour nous, penser, ça veut dire soigner, avant tout. Sorge pour Heidegger. Mais après, on peut discuter sur le sens de Sorge chez Heidegger. Voilà, c'était juste pour resituer un petit peu. Donc il y avait une certaine nécessité et cohérence à faire tout cela, sachant que par ailleurs, ce que nous avons présenté ce soir s'inscrit dans un autre projet sur lequel nous travaillons, qui s'appelle Next Leap, donc qui est un autre projet porté et soutenu par la Commission européenne, et qui porte sur la question de l'évolution des plateformes et du point de vue de la cryptographie, du secret public, etc., etc. Et de la décentralisation. Et de la décentralisation et de la territorialisation, par conséquent. Donc voilà, ces deux projets sont un petit peu articulés dans les présentations de ce soir. C'est-à-dire que nous sommes en train de... Enfin, nous sommes... Moi, en tout cas, j'essaie, à travers tous ces travaux que nous faisons, de faire un diagnostic et une prescription. Ce diagnostic, bon, quand j'étais jeune, c'était un diagnostic simple, le capital exploite le travail, etc., etc. Bon, c'était une évidence pour toute ma génération. C'est encore plutôt une évidence pour moi d'ailleurs, mais sauf que c'est plus simplement le travail, c'est le travail qui est de l'emploi, qui n'est plus du travail, etc., etc. Et ça nécessite une réévaluation de toutes ces terminologies. Que la financiarisation soit, au bout du compte, finalement, l'extrémisation du devenir anthropique de l'économie, là-dessus, il n'y a pas photo, je dirais. Enfin, pour moi, c'est absolument évident. Mais est-ce que c'est le problème? Pas du tout. Le problème, c'est l'entropie dans l'économie. Et c'est là que Nicolas Georgescu-Roegen, qu'on n'a pas cité ce soir, mais grâce à qui moi j'ai découvert notre cas, parce que c'est lui, voilà, Nicolas Georgescu-Roegen, qui est un mathématicien au départ, devenu économiste, travaillant pour Joseph Schumpeter, a souligné voilà, le paradoxe d'avoir une économie fondée sur un modèle newtonien, alors qu'on est dans une réalité post-boltzmannienne, si je puis dire, enfin je sais pas, thermodynamique, et disant mais c'est une absurdité, ce système est totalement irrationnel. Je pense que là on touche aux vraies questions. Alors après, est-ce qu'il faut être d'accord avec l'analyse de Georgescu-Roegen lui-même? J'ai fait un séminaire ici pendant 1 an, et oui, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a un point où, à mon avis, ça suffit plus du tout, Georgescu-Roegen. Mais je pense que, voilà, ce qu'on essaye de faire, nous, dans l'analyse qu'on propose ici, c'est de faire une réévaluation de toutes les instances. La finance, la production, l'exploitation du travail, qui n'est plus du travail, la revalorisation du travail, etc. Et donc, l'économie des fonctionnalités, c'est-à-dire la revalorisation du territorial, et toutes ces choses-là. Et donc, il n'y a pas une causalité, comme il n'y a jamais une causalité, de toute façon, y compris pour Aristote, il y en a au moins 4. Voilà, on sait bien qu'il n'y a jamais une causalité. Il y a des facteurs de causalité. Il y a même des facteurs qui ne sont pas des facteurs de causalité. Moi, j'appelle ça, après Gilles Deleuze, des facteurs de quasi-causalité, qui ne s'inscrivent pas dans la causalité, justement. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que moi, je considère que le savoir, c'est toujours quasi-causal. Et jamais simplement causal. Voilà. J'ai bien entendu la question d'Eduardo, c'était aussi comment on rencontre la subjectivité avec ces modèles, par exemple, cybernétiques ou anthropiques, etc., etc. Eh bien, je pense que c'est précisément la question de Simondon. Parce que pour Simondon, la question, c'est pas la subjectivité, c'est l'individuation. Et je pense que c'est une bonne... Moi, je regrette toujours quand Guattari revient au terme de subjectivité. Je trouve que ça fout le bordel, excusez-moi de parler très vulgairement, mais parce qu'on débousille le sujet pendant des décennies, puis après on réintroduit la subjectivité. Alors, on ne comprend plus rien. Je pense que Guattari n'était pas Deleuze, justement. Deleuze avait beaucoup étudié Simondon. Je ne suis pas sûr que Guattari l'ait beaucoup étudié. Et parce que je ne me souviens pas avoir vu Deleuze parler de subjectivité. C'est Guattari qui parle de subjectivité.
je pense, moi, qu'il faut parler d'individuation. Pourquoi? Parce que l'individuation, eh bien, elle est pleinement prise, en tout cas telle que la pense évidemment Simondon, dans ces questions d'entropie et de négantropie. Et il faut y introduire aussi Whitehead, c'est-à-dire la question des bifurcations. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'image classique du sujet, disons, du sujet et de sa subjectivité face à l'objet et à l'objectivité, si on prend des choses très très basiques, cartésiennes, disons. Donc, le sujet n'est pas objectivable, et l'objectivité ne veut pas rendre compte de la subjectivité. Voilà. Grosso modo, voilà. Donc la subjectivité nous renvoie vers l'ontothéologie, la métaphysique. Voilà. Au XXe siècle, on tend quand même à essayer de se passer de ces notions. Et je pense qu'on le peut, sachant que la grande question, c'est qu'est-ce qu'on défendait, qu'est-ce qu'on cherchait à défendre dans la subjectivité ou dans le Dasein de chez Heidegger, qui n'est pas la subjectivité du tout, qui est l'existence, justement. Qu'est-ce qu'on cherchait à défendre, qui n'était pas réductible aux objets de l'objectivité, voilà, de la science, etc. Eh bien, c'est l'improbable. C'est ce que tout à l'heure j'essayais d'appeler l'improbable. C'est-à-dire l'incalculable, le non comparable, l'absolument singulier, l'autre dont vous venez de parler, et dont il s'agit de prendre soin, y compris en soi-même. Et là, il se trouve que la théorie de l'entropie, de la négantropie et de l'anti-entropie, surtout quand on y rajoute, je crois, les questions de Whitehead, etc., nous permet d'aborder ces questions d'un point de vue formalisable, non pas objectivable, mais formalisable. Si maintenant on prend au sérieux les questions d'économie, les banques ont besoin de monétiser, de calculer, etc. Et on a besoin des banques. On ne peut pas se passer des banques. On peut toujours dire, comme le Front populaire, on va pendre les banquiers. Mais non, on ne peut pas pendre les banquiers. Enfin, on peut toujours pendre les banquiers, mais on aura toujours besoin de banques. Donc ça ne sert strictement à rien de pendre les banquiers. Ce qui sert, c'est de critiquer les banquiers. Et critiquer les banquiers, c'est pas de dire « ah bah les banquiers », c'est de dire « il faut repenser le calcul ». Et il faut repenser l'incalculable. Il faut repenser le risque, ça veut dire l'investissement, etc., etc. Et donc le sujet, parce que qu'est-ce que c'est qu'un sujet? C'est une puissance d'investissement. C'est ce que nous a appris la psychanalyse. Donc voilà, alors nous pensons qu'il est possible de revisiter tous ces sujets, je sais pas, la subjectivité au sens de Foucault, la subjectivation de Foucault, la subjectivité au sens de Guattari, le Dasein, toutes ces... Nous pensons qu'on peut repenser tout ça dans un état d'urgence. Moi, je prends très très au sérieux le GIEC, qui dit dans 35 ans c'est foutu. C'est comme ça, c'est ça notre horizon de pensée ici. Hein. C'est dans 35 ans c'est foutu. Voilà. Et donc, il y a intérêt à penser vite et bien, comme dans le cirage, disait mon papa. Il est mort l'année dernière. L'entropie, c'est pas une substance, c'est un rapport. Donc il faut faire très 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 attention quand on dit là il y a de la haute entropie. Par rapport à quoi? Parce que dans l'absolu, il n'y a pas de haute entropie, de basse entropie, ça n'existe pas. L'entropie, c'est une relation. Et c'est pour ça qu'il faut lire Simondon. Parce que c'est là que Simondon est intéressant, lorsqu'il dit qu'il faut penser l'information comme une relation. Comme ce qui met transductivement en rapport deux dimensions qui ne sont pas homogènes. C'est ça l'information chez Simondon. Alors, j'ai commencé en critiquant Simondon, mais avant de critiquer, il faut savoir pourquoi ça mérite d'être critiqué. C'est parce que c'est très important ce qu'il dit. Et il faut aller plus loin. Voilà. Donc, l'entropie, c'est pas du tout une substance. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est très très important. Ce sont des rapports qui peuvent être des rapports physiques, des rapports biologiques, des rapports sociaux, des rapports, s'ils sont sociaux, ils sont technologiques aussi. Et donc, dans une processualité. C'est un processus. Si on extrait la mesure de l'entropie du processus, il n'y a plus de sens. Il n'y a pas d'entropie mesurable en dehors d'un processus. Donc c'est un T plus 1, T plus 2, c'est comme ça que ça doit se concevoir. Et c'est pour ça qu'il est aussi important ici de le faire, de penser ça avec Whitehead, pas simplement avec Simondon, parce que ça c'est les problématiques que pose Whitehead, et d'autre part d'introduire de la topologie. Puisqu'on est dans des questions de localité, on est donc dans des questions de topoi, et voilà. Et ça, c'est très très complexe. Ce sont des sujets ultra complexes, voilà, et qui nécessitent des formalisations ultra complexes. Mais aujourd'hui, si on veut
s'occuper des 35 ans dont je parlais tout à l'heure, il faut s'occuper de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre son temps à proposer des questions qui sont substantialistes et qui ont été balayées depuis un siècle bientôt. Et donc, voilà, l'entropie, ça n'existe pas au sens, c'est pas quelque chose qui existe, comme par exemple les molécules de cuivre ou je ne sais pas quoi existent. Voilà, c'est une nouvelle dimension de la réalité, complexe, irréversible, prise dans un processus irréversible, et voilà. Et donc, il faut apprendre à penser différemment. On ne peut pas penser dans le monde de l'entropie comme dans le monde de Newton. C'est pas possible, c'est autre chose. Question, et je voudrais juste faire un petit lien entre ce que tu viens de dire à propos, comme tu as dit que les calculs dans la grille qui sont faits, dans la grille que propose Clément sont toujours locaux. Moi, j'ajoute, tout calcul est toujours local. C'est-à-dire que le calcul que fait la Société Générale, c'est dans la biosphère. Et la biosphère, c'est une localité aussi. Et ce que je crois, c'est qu'il est très, très, très important de poser d'abord que tout calcul est local. Et que même si on est à l'échelle du globe, par exemple, le globe, il est local. Il est d'ailleurs microscopique à l'échelle de l'univers. Et c'est très, très, très important d'affirmer ça comme un point de départ pour toujours désuniversaliser des calculs, voilà, qui seraient soi-disant des calculs à valeur universelle. Il y en a des calculs universels, à valeur universelle, mais pas ce genre de calcul-là. Voilà. Ça, c'est pas possible. Ils sont forcément locaux. Et si je dis ça, c'est parce que je voulais un peu revenir sur ce que vous disiez, Susanna, sur l'Anthropocène, bon, qui pour moi était un peu l'Anthropocène de Lovelock, c'est-à-dire de Gaïa, qui est un peu une caricature. Voilà. L'Anthropocène, ça date pas de 2000, ça date de 1926. Le premier qui a thématisé l'Anthropocène, qui n'a pas appelé comme ça, bien entendu, c'est Vernadsky. Donc c'est un concept qui a une longue histoire et qui n'est pas un concept géologique. Parce que précisément, la biosphère, qu'est-ce que dit Vernadsky dans la biosphère? On ne peut pas se contenter de faire de la géologie. Si on veut penser, la géologie, c'est ce qui est en dessous de la biosphère. La lithosphère, mais la biosphère, ça relève pas simplement de la biologie. Et là, il a introduit une question absolument fondamentale. Il dit, la biosphère, qu'est-ce que c'est? C'est des processus de transformation de molécules qui sont produits par le vivant, et pas par la physique. Et donc, il pose des questions tout à fait extraordinaires. Moi, quand j'ai lu ce truc-là, j'étais ébloui de la nouveauté de la vision. Lorsqu'il dit qu'il y a des milliards de tonnes de molécules minérales qui sont produites par des êtres vivants, en réalité. Ça ne peut pas se produire sur Mars, ça ne peut pas se produire, enfin, à moins qu'on retrouve de la vie sur Mars, parce qu'il n'y a que le vivant qui peut produire ça. Et il se trouve que, par exemple, tout notre humus, voilà, tout ce sur quoi nous vivons, qu'il appelle la thanatosphère, pas la thanatosphère, je ne sais plus comment il l'appelle, bon, peu importe, vous voyez ce que je veux dire, le mort, enfin, c'est un autre nom que la thanatosphère, eh bien, c'est ce qui nourrit la vie. Voilà. Et ça donne une vision tout à fait nouvelle. Et c'est pas une affaire de géologue, ça. Donc il y a tout un débat sur l'Anthropocène comme étant est-ce que c'est une ère géologique ou pas, mais pas du tout. C'est pas du tout une ère géologique. Par contre, c'est une nouvelle époque du rapport à la géologie. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que je dis tout ça? C'est parce que ces questions, pour moi, Lovelock, c'est une catastrophe. Et la manière dont Latour reprend tout ça, c'est décevant de la part de Latour, parce qu'il mérite mieux que ça. Mais c'est une question aussi qui a été posée par Toynbee, un historien, 1971, et que Vernadsky pose à la fin de son livre. À la fin de la biosphère, en 1926, Vernadsky dit « Mais l'homme arrive là-dedans, ça change tout. » Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la technosphère. Et si je dis ça, c'est parce que ça nourrit voilà, la technonature dont vous parlez. Mais je pense que là-dedans, il y a des questions de grande transformation des formes de la vie sur la Terre. Voilà. Bon, là, Maël connaît ça 10 000 fois mieux que moi, mais quand on regarde l'évolution de la vie sur 3 milliards d'années, c'est hallucinant les processus de transformation qui se produisent. Et nous, je crois, moi, qu'on est en train de vivre une transformation comme ça à toute vitesse. Quand je dis une transformation comme ça, je ne veux pas dire que c'est la transformation de la vie. Ce que je veux dire, c'est que dans la biosphère, devenue une technosphère, que certains appellent l'Anthropocène,
et dont nous disons la seule issue, c'est de produire un néganthropocène, c'est-à-dire d'introduire là-dedans voilà, de la redifférenciation néganthropique, voilà. Ce qui pose d'innombrables questions comme on l'a vu aujourd'hui, mais c'est un enjeu qui impose de repenser absolument tout, comme vous le disiez d'ailleurs, sous l'angle du soin. Parce que ce que nous disons à Pleine Commune, c'est l'économie, ou c'est le soin, ou c'est ce qu'on appelle de la déséconomie, c'est-à-dire de l'anti-économie. Si l'économie ne prend pas soin, eh bien, alors après, il faut savoir que quand on est nurse, par exemple, quand on est infirmière, toute une manière de prendre soin des malades consiste à ne pas prendre soin des malades. Parce que j'ai par exemple deux malades, là un cancéreux en phase terminale, et puis j'ai quelqu'un d'autre, et ben je vais faire un choix. Et je vais prendre plus soin d'un tel que de l'autre. Donc en permanence, je suis en train de... C'est le pharmacone. Je suis en permanence en train de faire le contraire de ce que je veux faire. Mais ça, c'est la vie. C'est ce que les Grecs appelaient le tragique. Je pense, moi, que Vernadsky, ces gens-là, Lotka travaillait avec Vernadsky, lisait Vernadsky, ce sont des gens qui ont essayé de reprendre ces questions-là, mais en intégrant la chimie, la biochimie, la cybernétique, et je pense que c'est vraiment énorme les possibilités qu'il y a de renouveler la pensée de tout ça.